tengo aquí. Bueno, vamos a seguir. ¿Se puede? Nous allons poursuivre esos apasionantes debates y empezamos con hombres, seguimos con mujeres, empezamos con el homicidio y la vergüenza y seguimos con las políticas públicas. Así que les voy a presentar la primera expositora, que bueno, a pesar de que es ya muy conocida porque es parte del equipo de coordinación de este coloquio, se trata de Betty Espinosa, doctora en Economía Aplicada por la Universidad de Lovaina, donde también cursó estudios doctorales en Ciencias Sociales. Desde que inició los estudios universitarios, se interesó en los problemas de la acción organizada y más específicamente de la acción en desarrollo. Ha realizado diversos análisis sobre organizaciones públicas y privadas, procesos de cambio y reforma institucional, así como sobre las políticas sociales. Y el título de su ponencia es ¿Qué aprendimos del COVID-19 en Ecuador? Les doy la palabra, Betty. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Hay una presentación, pero ya desapareció. Sí, tal vez. Bueno, ahora les voy a hacer una presentación. Vamos a hablar del COVID, un poco siguiendo en esta, tomando en cuenta lo que nos había dicho aquí el colega Duville, que es como que el hombre ceremonial fue sacrificado en la pandemia y quedó esta persona que como nos volvieron a todos, un hombre que tiene que cuidarse a sí mismo, que tiene que tener a veces miedo de los otros. Bueno, de esto les voy a comentar qué pasó en Ecuador. Entonces, bueno, Ecuador antes del COVID, voy a ver el tiempo, perdón, para... ¿Así? Ya no puedo, así. Bueno, Ecuador, esto rápidamente, antes del COVID ya tenía diversidad de problemas. De hecho, el COVID, sin embargo, le sorprendió de manera violenta porque no estaba preparado, porque de hecho, durante muchas décadas, los sistemas de salud, de educación y en general todos los servicios sociales no habían tenido suficientes inversiones o habían sufrido algunas reformas que más bien habían sido negativas. Entonces, bueno, tenemos ahí los datos. Ecuador tiene, según la información oficial, 35,000 muertes, pero ya en el año pasado se observaban 57,000 muertes adicionales a muertes en exceso, digamos. Entonces también ahí hay un problema de subregistro. Ecuador tiene, como decíamos, una falta de recursos fiscales, es como le encontró el COVID, esta pandemia, con unas falsas promesas que se fueron descubriendo, con fallas del Estado en las políticas sociales. Por ejemplo, el COVID antes del COVID, Ecuador ya tenía un sistema sanitario fragmentado, desfinanciado, había unas crisis en los mundos del trabajo sin precedentes a partir de la pandemia, una desolación, lo que generó el COVID, una desolación y depresión por el cierre prolongado del sistema escolar de casi 24 meses,
que es uno de los cierres más extensos en el mundo. Bueno, hay algunos datos de Ecuador, algunos problemas más graves es la desnutrición crónica infantil, la tasa de mortalidad materna también es bastante más alta que el promedio de América Latina. Hay también un alto nivel de empleo inadecuado. Para ir así bastante rápido, hay problemas con la matrícula secundaria, con la matrícula en la educación superior, eso con respecto a los promedios de América Latina. Entonces, Ecuador, antes de la llegada de la pandemia, ya se encontraba en una situación bastante, desde hace más o menos 10 años, una deuda pública bastante alta con respecto al PIB, un riesgo país debido a todos estos problemas económicos también bastante altos que dificultó que pueda pedir de la condition de citoyenneté et de la négation des inégalités désormais critères homogènes dans les réalités diverses. Et c'est qu'a fait le Covid. Et je voudrais répéter cette idée selon ma thèse, qui me paraît intéressante selon les villes, savoir qu'on a sacralisé cette forme cérémoniale et tous ces rites, toutes ces amitiés, ces célébrations, tout ça a été sacrifié à cause de la pandémie. Et je pense que cela a eu des effets assez grands, notamment de l'éducation sur les enfants et les jeunes. Tout s'était passé dans le secteur primaire. La réponse du gouvernement a été la même que dans d'autres pays, avec des soins curatifs, partis avec une structure de prévention suffisante. Et donc, cela a été l'un des éléments qui a accentué la situation, en particulier au démarrage de la pandémie à Guayaquil. Et en dépit du fait que la réponse a été remettée au mal, on a vu qu'il y avait un déficit de lits hospitaliers et depuis 1998-2014, nous avons à peu près 15 lits pour 10 000 habitants. Cela veut dire que beaucoup des investissements faits dans le domaine de la santé pour les 10 dernières années ont un effet positif et c'est découvert au moment de la crise. Également, un transfert de responsabilité vers les personnes avec extrême de confinement et de distanciation sociale. Le système scolaire a été fermé complètement pendant 10 ans et il a fallu un système d'enseignement virtuel en dépit du fait que l'accès à Internet dans le pays, la couverture Internet est de moins de 50% et dans les zones rurales en particulier, à peu près un tiers de la population accès à Internet. Et selon les zones urbaines, plus de pénétration de l'Internet ou d'accès à Internet. Certains foyers avec un seul ordinateur et également de grandes différences entre secteurs urbains et ruraux et ruraux. Et également une mesure qui a rencontré du succès, la campagne de vaccination en 2021, qui a été lancée de façon adéquate par le nouveau gouvernement. Et également, vous observez
en Équateur que la pandémie, eh bien, chacun a dû y faire face avec son argent de poche. Il y avait beaucoup de dépenses directes en matière de santé. Et en Équateur, on dépense à peu près 40% euh, en, euh, en matière de santé de la propre poche, des propres fonds privés des personnes, des particuliers. Et au Pérou, ils dépensent moins, 28%, le Colombie 20%. Donc oui, on observe qu'ici, on a un niveau des dépenses directes en matière de santé très élevé. Et quand une personne va à l'hôpital, peut avoir des dettes de plusieurs milliers de dollars et cela, pour pouvoir sauver la vie d'une personne, il fallait bien pouvoir le dépenser et peut-être parfois vendre sa propre maison pour pouvoir sauver une personne, parce que les hôpitaux publics n'ont pas les moyens suffisants et ne produisent pas ou ne fournissent pas tous les médicaments. Donc, on a vu qu'il a fallu articuler la santé familiale avec la prise en charge hospitalière et il ne s'agit pas là non seulement de problèmes d'investissement, mais de problèmes de mauvaises décisions prises antérieurement et qui ont été contre-productives et qui se sont révélées au moment de la pandémie qui a amplifié la crise et exacerbé la crise. Et il y avait également des problèmes au niveau territorial. En fait, on a vu qu'à Quito, et cela est apparu de façon claire, les hôpitaux près de Quito devaient renvoyer des patients à une autre ville, de Tena par exemple. Cela a donc augmenté le problème et le chaos causé par la pandémie. Donc, ceci au niveau sanitaire. Je vais rentrer dans d'autres domaines d'intérêt. En ce qui concerne l'emploi, au moment de la pandémie, il y a eu une destruction massive d'emplois. On a perdu à peu près 1 million de personnes a perdu son emploi. Et cet impact est toujours plus important de façon disproportionnée pour les femmes. Et les plus affectés étaient également les jeunes. Ils ont perdu 25%. 25% a perdu son emploi, ce qui est un taux plus élevé que le reste de la population. Donc, la perspective de relance du marché du travail sont encore incertaines. Cela a donné lieu à une migration de personnes qui sont sorties du pays, qui ont abandonné le pays. Il y a eu également une perte de la qualité de l'emploi en même temps qu'une perte d'emploi. Il y a le secteur informel a augmenté, le sous-emploi, comme on l'appelle ici, s'est étendu. Il est passé de 20 à 34% en un an. Et on voit ici que tout ce qui est lié au secteur de l'emploi a été particulièrement affecté par la pandémie, également au cours de ces périodes et dans les 20 dernières années, il y avait des réformes pour flexibiliser le travail, les plateformes virtuelles, et cela a été démultiplié et a augmenté de façon massive. Et également faire attention à la qualité des emplois offerts par ces plateformes, ces nouvelles sociétés comme Uber, Cabify. En matière d'éducation, il y a eu un profond mal-être. On le voit ici aux étudiantes qui se sont rendues ou ont fait des visites. L'enfant disait qu'il était très difficile d'étudier au travers d'un écran, d'un portable. Ce n'est pas la même chose de recevoir des cours par Internet. Et les familles ont multiplié leurs efforts et les mamans en particulier, en plus de leur travail, devaient être aux côtés de leurs enfants, se convertir en enseignants
et cela a également eu des impacts profonds, en particulier en ce qui concerne la répartition des responsabilités tâches domestiques. Je voulais également vous parler des résultats d'une recherche que l'on a fait dans le domaine de l'éducation primaire. On a vu ici que les parents étaient tout à fait impliqués dans les processus, mais il y a eu des problèmes d'adaptation, des problèmes d'accès à l'Internet, comme je l'ai déjà dit, les enseignants avec une surcharge de travail, des difficultés pour le suivi des élèves et quelque chose qui était assez dramatique au moment de la pandémie. Un groupe important de maîtres d'école ont été licenciés et en particulier ceux qui étaient dans une modalité d'assistance aux familles qu'on appelle SASPI. Donc, les parents ont dû assumer de nouvelles responsabilités, ont fait face à des difficultés, les enseignants ont vu leur santé physique et psychique affectée à cause de cette pression. Et il faut bien sûr, il fallait préparer le retour en classe, la rentrée des classes en présentiel, qui requit beaucoup d'adaptation, de capacité d'adaptation et de résilience de leur part. Et cela n'a pas été pris en compte, n'est pas suffisamment visible. Ce travail des enseignants, les changements brusques dans leur méthodologie. Donc, on a vu également qu'il y a eu un recul scolaire au niveau du langage, en particulier les tout petits de 3 et 4 ans, en maternelle. Il y a eu une perte de connaissances qui va devoir rattraper. Certains ont dit qu'il y a eu un recul de 10 ans en matière éducative. Et l'éducation en ligne, en virtuel, a pris place et ça a été important de pouvoir y avoir recours, mais cela a montré beaucoup de failles et il faut donc un effort pour pouvoir récupérer le retard accumulé à cause de la pandémie en termes de perte d'emploi, en termes de perte de compétences sociales chez les jeunes, chez les enfants, également chez les personnes adultes et adultes âgés. Et je conclurai en disant que, en dépit du fait que beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années, la pandémie nous a permis de voir que, en fait, presque rien n'avait changé en Équateur, que le pays avait toujours des problèmes dans le secteur de la santé, de l'éducation et en matière d'emploi et de qualité d'emploi. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Betty de cette explication assez complexe du panorama COVID en Équateur. Alors, pour reprendre les propos d'Olivier Deville, alors je vais essayer de rester en face du micro pour que l'on puisse entendre. Alors, on va poursuivre et maintenant écouter Marcela Franco. Elle est licenciée en sciences de l'éducation de l'Université de Luján, Argentine, magistère en éducation et docteur en histoire de l'Université fédérale Fluminense du Brésil. Elle est actuellement professeure chercheuse dans l'école polytechnique de santé Joaquín de Nancio de la Fondation Osvaldo Cruz
du Brésil, où elle coordonne les activités d'études de troisième cycle. Elle va nous parler de la jeunesse, de l'inégalité des politiques publiques. Je vous avais la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une petite présentation, si on peut me la mettre. Alors d'abord, j'aimerais remercier l'invitation qui m'a été faite par les organisateurs du colloque de participer à cette rencontre, pouvoir apprendre en vous écoutant les exposés. C'était intéressant. Je suis désolée que notre table suive celle qui précède et qui était si dense et qui a abordé des thèmes si importants, qui nous a permis de réfléchir profondément. Et quand Olivier a parlé du génocide et comment nous pourrions repenser les politiques de santé durant le gouvernement de Bolsonaro qui ont produit 680 000 morts, deuxième pays en nombre de morts, qui n'était pas donc le résultat de la nature, mais d'une action politique. Et cela est donc fait partie de la réalité. La présentation est disparue, mais alors je vais essayer de vous dire un petit peu qui je suis, ce que j'espère vous apporter au cours de ce colloque. Je suis argentine, je vis au Brésil, je travaille dans différentes institutions, à l'école polytechnique de santé, dans une fondation publique qui travaille également sur les thèmes de santé publique. L'école dans laquelle je travaille a deux zones et deux services. D'abord, études des politiques sociales de façon générale, particulièrement ce que je fais, et le dialogue sur ce que vient de dire Betty, politique d'éducation, politique de santé, et également un éclairage sur les expériences de formation que notre école développe, qui est un travail avec les jeunes. L'école polytechnique de santé Joaquín de Nancy est un espace de recherche, un espace de formation et c'est un espace aussi pour les jeunes qui suivent leurs études secondaires de façon intégrée avec une formation technique pour pouvoir devenir des travailleurs de la santé. Donc, nous travaillons principalement avec ces jeunes. Et en outre, nous menons certains processus de formation avec des acteurs sociaux. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui est lié à une expérience formative élaborée avec notre mouvement des travailleurs ruraux, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans et dont nous avons appris beaucoup. Alors, pour réfléchir de façon générale, je voulais commencer par une question. Est-ce que l'on peut parler de jeunes ou devons-nous parler de jeunesse au pluriel? Et pourquoi cette distinction? Parce que la jeunesse est une abstraction. Dans la réalité concrète, la jeunesse apparaît comme traversée par un ensemble de déterminations qui sont liées à des éléments qui sont l'expression particulière de l'inégalité et qui sont liés à des séparations de races, de localisation de genre, de lieux de déplacement et les propres dynamiques sociales qui traversent la vie de chacun de ces jeunes. Et donc, parler de jeunesse, c'est une simplification extrême. Et je crois qu'il nous faut parler de jeunesse au pluriel et des façons particulières dont chacun de ces sujets est représenté dans leur expression de vie avec tous ces éléments qui les traversent. Donc, ce sont des expressions particulières sujettes à différentes déterminations communes. Et comme on parle du concret, le concret, c'est l'expression individuelle. Voilà le point de départ pour pouvoir commencer à penser aux jeunesses au pluriel. Et je voulais vous partager
enfin, j'avais certaines données, j'en avais beaucoup, je les ai simplifiées sur ce qui signifie être jeune au Brésil aujourd'hui. Et comme le thème du colloque est sur la violence, je voulais vous parler de violence pour démarrer. En 2019, 74% des victimes étaient noires et de 51% étaient des jeunes de moins de 29 ans. Et nous vivons au quotidien certaines formes de génocide. Les jeunes noirs dans les favelas sont des victimes d'effroi de la violence et la cible de la violence, en particulier de la part des forces de la police. En 2017, il y avait un grand pourcentage de jeunes qui vivaient dans une grande situation d'extrême pauvreté ou de pauvreté. Donc, ça veut dire qu'ils vivaient avec $1,90 par jour ou $5 par jour, selon les modèles internationaux. Parmi les 20% de la population de moins de 12 qui abandonné l'école, même à partir frente no quiere avanzar. ¿Alguien puede avanzarlo? Bueno, frente a este panorama, ahí está. Fui a investigar cuáles son las políticas públicas para la juventud en Brasil. Las políticas públicas para la juventud en Brasil tienen una historia bastante larga, porque desde inicios de este siglo hay un conjunto de políticas para la juventud que se establecieron como conjunto en el 2005, cuando se estableció la Política Nacional de la Juventud, y en 2013 se estableció el Estatuto de la Juventud, junto con la realización periódica de las conferencias nacionales de la juventud. Todas estas instancias de políticas tenían en su origen la perspectiva de asegurar derechos a los jóvenes, un conjunto de derechos integrado y amplio. Sin embargo, en los últimos 5 años, este conjunto de políticas para la juventud se redujeron a simplemente a un conjunto de políticas que estaban centradas exclusivamente en la promoción de la empleabilidad, entendida como un atributo y una responsabilidad individual de cada uno de los jóvenes. O sea, las políticas venían a entrar como un paliativo, una ayuda al ejercicio de esta responsabilidad y la construcción de este atributo individual, basada exclusivamente en el fomento de oportunidades educativas de carácter unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Concretamente, las políticas para la juventud en Brasil se resumen a promover cursos de formación que tornen a los jóvenes más aptos para competir en el mercado de trabajo. Y nada más. Esta es la única política para la juventud en este momento en Brasil. ¿Y por qué digo que tiene un carácter unilateral? Porque torna al individuo solamente un fuerza de trabajo, un instrumento de trabajo. Todas las otras dimensiones de la vida de la juventud o de las juventudes están como borradas, desaparecen en las actuaciones del Estado, no hay ningún tipo de promoción sobre esto. Entonces,
hay una formación técnica y comportamental para el ingreso en el mercado de trabajo. Ahora sí. Bueno, pero como el Estado no es un ente monolítico, sino que está atravesado por las propias contradicciones que la vida en sociedad tiene, a pesar de que nosotros somos una institución pública, tenemos una propuesta formativa, la Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venancio, que es lo que significa la sigla, tenemos una propuesta formativa contraria a la de estas políticas, porque partimos de la perspectiva de una educación omnilateral, o sea, que trate sobre los fundamentos científicos, tecnológicos, filosóficos, artísticos y todo lo demás que pueda uno pensar de la vida en sociedad. Y es esta la perspectiva de formación que nos inspira a desarrollar los dos tipos principales que destaqué acá, que no son los únicos, pero que son dos tipos principales de experiencias formativas con jóvenes que desarrollamos. La enseñanza secundaria integrada, la enseñanza técnica en salud, que atiende o que tiene como principales sujetos a jóvenes de la periferia urbana de Río de Janeiro, que por lo tanto están sujetos a ese conjunto de determinaciones de las que hablé antes, y a los diversos cursos que desarrollamos en cooperación con el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, y que atiende a una población campesina que tiende a migrar para el ámbito urbano, pero que desde la perspectiva del propio movimiento hay que no fijar, pero hay que mantener en el campo, no por una simple decisión de que hay que mantenerlos en el campo, sino porque el campo es para el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, no solo la lucha por la tierra, por una reforma agraria popular, sino también un espacio de construcción de una sociedad basada en otras formas de organización. Entonces, muy rápidamente, porque mi tiempo ya se está acabando, la propuesta del movimiento, de la cual hemos aprendido y nos hemos nutrido mucho como institución pública, es que había que desarrollar una educación del campo y no para el campo. O sea, había que desarrollar colectivamente, ellos y nosotros como institución pública que construye junto una propuesta formativa. Y en ese sentido, la propuesta siempre es disputar los contenidos de la educación, disputar las formas, porque la educación de las ciudades no puede ser igual a la del campo, o mejor, la educación del campo no puede ser igual a la educación de las ciudades, y disputar las propias finalidades de la educación. Para eso, el MST viene hace muchos años creando esta articulación con las instituciones públicas de formación, donde, por ejemplo, en las propuestas formativas que nosotros hacemos junto con ellos, el diseño curricular de cada curso es diferente. Las experiencias no se replican, se construyen, porque se tienen que construir con el movimiento, incorporando ahí algunos principios muy caros, muy sentidos para ellos y que se nos revelaron como muy importantes. La autoorganización docente y estudiantil, la realidad concreta como punto de partida y punto de llegada de la formación, y la perspectiva de que el trabajo con el conocimiento no puede ser exterior, tiene que ser proceso de construcción. Por eso termino acá con lo que es la consigna del MST, que la perspectiva formativa es para ocupar los latifundios del saber. En ese sentido, acá traigo para cerrar una foto de lo que fue el cierre de un proceso formativo que hicimos, un curso de especialización en educación y agroecología, donde ellos simbolizaron aquí en esta instalación el proceso formativo que vivimos juntos. Muchas gracias. Gracias por el micrófono, gracias Marcela por compartir esta búsqueda de una educación que puede, bueno,
ayudar a frenar las políticas públicas que son muy complicadas o violentas, digamos, ¿no? Y bueno, seguiremos discutiendo. Yo les presento ahora la tercera ponente, que es Alma González, doctora Alma González, que hizo un doctorado sobre ecología y desarrollo sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, Au Collège de la Frontière Sud, Chiapas, et un doctorat sur l'étude de l'Amérique latine à l'Université de Toulouse-Le Mirail en France. Une maîtrise sur le développement rural régional à l'Université autonome Ingo. Une autre maîtrise espace, société rurale et logique économique, toujours à l'Université de Toulouse-Le Mirail, et une licence d'ingénieur agronome spécialisé en phytotechnie à l'Université autonome Sapingo. Alma va nous parler de la formation pour les dynamisateurs hommes et femmes de territoire. Moi aussi, je remercie l'invitation que j'ai reçue. À Louvain, on construit des liens à Louvain-la-Neuve et grâce à ces liens, pendant le postdoc que j'ai fait à cette université, je peux continuer à construire. Merci. Je vais vous parler de cette idée de travailler avec des dynamisateurs de territoire. N'oubliez pas que moi, j'ai des pattes d'agronomes. Je veux vous parler de la construction de quelque chose qui s'est produit. Et que nous avons en commun, un programme Erasmus+. Et on va voir comment je lis cette expérience avec Erasmus+, et ce projet dont vous avez parlé en réseau. Ce projet a duré 3 ans et il a terminé au début de cette année et on a construit des réseaux de connaissances, habiletés, compétences pour une mise en valeur du territoire et même du patrimoine culturel, des produits d'origine et de la biodiversité. Bon, ça a l'air un petit peu long, mais on va prendre les choses tranquillement. Je vous parle sur la base de mon expérience, l'UNAM et la participation au projet Erasmus. Je ne sais pas si vous tous sachez ce qu'est un Erasmus. Cela a pour origine, il y a un jeu de mots. C'est inspiré d'Erasmus de Rotterdam. Moi, je ne connais pas bien la théologie, mais cet homme critique les positions du catholicisme ou du protestantisme à partir d'un humanisme très fort. Alors, qu'est-ce qu'un Erasmus? Et ici, il s'agit d'un Erasmus+. Cela signifie qu'il s'agit d'un plan d'action de la communauté européenne pour la mobilité des étudiants universitaires et que nous sommes financés par l'Agence exécutive éducative audiovisuelle et culturelle, EACA. L'enveloppe éducative, le programme éducatif que nous avons créé uniquement par éducation à distance. Il y a donc une coïncidence dans la réalité. Y donde aparece, ya no cambia. Si me la puede cambiar, por favor, la diapo. Y vuelvo al punto de los dinamizadores territoriales. No avanza ya. Tiene que ver con construir y formar personas, formar en el sentido de enriquecer personas
porque ya están allí, capaces de facilitar y acompañar esos procesos de valorización del territorio basados en el reconocimiento de los patrimonios bioculturales. Y una cosa muy interesante que va a ser de este programa Erasmus es de que va a enlazar el sistema escolarizado con los agentes territoriales. No quedan separados y nos dio la oportunidad de crear una experiencia donde los mismos jóvenes, adultos, ancianos que tienen experiencia en los territorios sobre los temas que nos ligan al patrimonio biocultural están allí interactuando. Antes de seguir, quiero que observen el logo que tenemos en la parte baja. Parece un círculo, una espiral. Es un diente de león. Creo que todos conocemos esa plantita que le soplamos desde niños y se vuelan las semillas. Y me gusta mucho esta imagen como agrónoma también en el sentido de diseminar estas semillas. En ese sentido, también siguiendo un poco describiéndoles cómo ha sido este proyecto, quiero mencionarles quiénes participamos. La líder del proyecto europeo es la Universidad de Florencia. C'est l'Université de Florence, Universidad de avec Barcelona, l'Université Universidad de de Desarrollo, Barcelone, una ONG francesa con sede en Montpellier. une ONG de Montpellier, Universidades latinoamericanas, avec des la universités UCR de Costa Rica, latino-américaines, l'UNA, l'Université du Costa Rica, l'Université Caldas de la Colombie, l'Université ibero-américaine et l'UNAM au Mexique. Pero no fuimos únicamente universidades. Il n'y eut pas seulement des universités. On a voulu ajouter d'autres agents. C'était un projet très ambitieux et on a eu un beau financement. Donc, on a fait participer des institutions internationales, des Nations Unies, la FAO, ONUDI et la OMPI, qui définissent bien des choses pour ceux qui travaillent sur le marché rural et les marchés internationaux. D'autres institutions au niveau national ont également participé. Et puis, nous avons également travaillé avec Slow Food. Alors, qu'avons fait? Il fallait concevoir un nouveau profil de ce dynamisateur du territoire qui doit être en mesure de mobiliser le territoire sur la base des patrimoines bioculturels. Et il a fallu tout d'abord faire une étude de la demande. C'était un projet qui a duré 3 ans. Nous avons dû recenser dans nos pays les demandes spécifiques appliquées aussi aux territoires plus avancés. L'Union européenne a également exigé que cette formation qui rassemblait les acteurs du territoire avec les étudiants universitaires et le niveau 7 du cadre européen de qualification. Alors, en quoi consistait ce cours? Certaines caractéristiques sont intéressantes. Notre objectif est de penser aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, mais aussi à toutes les personnes qui vivent à la campagne et qui ont des savoirs et qui partagent ce savoir. Et on voulait que ce programme éducatif est un système modulaire et qu'il y ait une intégration entre la théorie et la pratique. Mais la pratique sur la base de ceux qui sont sur le territoire, qui aient l'occasion de mélanger différentes méthodes d'apprentissage. Chacun apprend de façon différente. Et ce mélange, cette richesse des jeunes sur les territoires ruraux qui savent lorsqu'il faut ensemencer, lorsqu'il faut
récolter le maïs. L'agronome d'une université qui a un master en écologie ne sait pas l'observer visuellement. Donc, on a recherché cette synergie, ce regroupement. On a cherché également la reconnaissance des universités de différentes modalités selon les règlements de chaque université dans ces processus de formation. L'un des autres éléments que nous avons recherché, et j'en parlerai rapidement, l'élément central de notre programme éducatif est le suivant. On s'est basé sur des territoires spécifiques. On voulait faire un exercice sur des territoires spécifiques et chaque pays avait à identifier 8 territoires dans 5 pays où il y a une richesse de patrimoine bioculturel. Dans le cas du Mexique, nous avons choisi le territoire du Mezcal qui nous plaît beaucoup. L'observation, vous allez le voir sur cet écran, vous pouvez le reconnaître. Je voudrais également vous présenter les contenus des modules. Il y en a 6 et nous avons un modèle étoile basé sur les territoires. Tout d'abord, nous avons une introduction au cours. Il faut que les personnes habitées s'habituent à la plateforme. Le programme Erasmus et Erasmus se base sur l'éducation à distance. C'était donc une base, une prémisse avant la pandémie. Même dans sa définition, avec la pandémie, c'était d'autant plus obligatoire. Le module 2, on a cherché à trouver des concepts clés du développement du territoire. Nous voulions construire un langage commun en termes conceptuels. Le module 3 nous a conduit à faire une cartographie du territoire. Il fallait voir où étaient les acteurs. Oui, mais où est le vendeur, où est le producteur, où est l'accapareur, le spéculateur, tout au long de cette filière. Et où se trouvent les personnes âgées au niveau communautaire qui définissent l'appropriation et la gestion du territoire. Ça a donc été un module très important. Le module 4, où ce sont mes acteurs, où sont mes retours. Bien, maintenant il faut les connecter. Et nous avons appris là à produire des stratégies. Ce n'est pas facile car tous ne passent pas par des processus institutionnalisés, mais elles passent par les normes locales, communautaires, qu'on apprend pas en 5 classes, en 1 ou 2 semestres, en 4 semestres. Mais au fil du temps, au fil de la vie, notre avantage, c'est d'avoir cet assemblage entre les différents étudiants d'âges différents. Et le module central, c'est le laboratoire territorial qui a été programmé pour mener une expérience pratique de cet exercice. Et là, malheureusement, nous avons dû développer une capacité novatrice qu'on n'avait pas prévue. Comment le faire de façon virtuelle, un laboratoire territorial virtuel. On l'a fait grâce à la capacité des jeunes sur les territoires à développer leur façon de communiquer en virtuel. Le module 6, promouvoir le territoire, où l'on a une série de stratégies d'informations spécifiques sur la mise en valeur de ces patrimoines bioculturels en prenant soin qu'une dénomination d'origine n'est pas la panacée pour solutionner et résoudre le développement. C'est bien terminé pour les laboratoires territoriaux. Nous avons recherché certains critères pour donner des exemples de construction et de mobilisation. Que construisons, que mobilisons-nous? Pour le Mexique, je vous parlais des paysages
tropicales à Oaxaca et en Colombie, les paysages des plantations de café. Et finalement, je voudrais vous dire que le projet est défini par ses modules, par classe, par résultat d'apprentissage. On a mené ce cours à 2 reprises. On a pu le peaufiner au fil du processus. Et il y a 6 modules élaborés avec enregistrés en visioconférence et les acteurs territoriaux et les professeurs. Il s'agit d'un matériel très important. Il y a aussi la possibilité de récupérer cette information et d'intégrer avec nos cours existants au sein de nos universités avec l'innovation de nouvelles matières, une conception totalement nouvelle de nouveaux programmes et avec la possibilité d'inviter ce que je fais d'autres collègues qui désirent rejoindre cet exercice de projet, ce cours qui a été défini pour former les dynamisateurs, hommes et femmes des territoires. Le CISPER est une communauté d'apprentissage, c'est un bien commun qui est ici. Ça a été un projet de l'Union européenne où plusieurs pays ont participé en Amérique latine et j'aimerais que l'on puisse trouver de nouvelles occasions de collaboration. Merci. Merci, Alma, de partager cette invention de l'écoute des connaissances sur le terrain. Bueno, el momento de las preguntas y de los intercambios. Le moment est venu des questions et réponses, des échanges. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, il peut le faire. Merci à toutes les trois pour... on a voyagé. C'était vraiment très intéressant. Chacune différemment, mais moi, il y a la dernière intervention de Madame González. Vous avez parlé un moment des personnes âgées dans le module 3, particulièrement. Je n'ai pas bien compris comment elles intervenaient et je trouvais que c'était vraiment intéressant aussi de voir quelle place les personnes âgées peuvent prendre dans des contextes voilà, qui permettent peut-être de reconstruire et de relancer une dynamique vivante. Je me demandais comment ils intervenaient. Le programme de SUSTER a été créé en invitant les professeurs, mais aussi les professeurs qui se trouvent sur le territoire. Par exemple, s'il y a une personne âgée qui connaît la gestion de l'eau ou les différentes variétés des espèces de maguey, de cactus pour préparer le mezcal, ce sera une personne fondamentale pour nous. Elle participera au cours. Il ne s'agit pas seulement du savoir universitaire conceptuel, mais aussi ce savoir fin. Parfois, c'est un jeune qui l'a, mais parfois, c'est une personne âgée. Et ça n'a pas été un problème de faire recours aux jeunes ou à la personne âgée et avoir un terrain d'entente. Merci.